Dans l'atelier on apprend résistance en rang, série ou parallèle, la règle est essentielle. Prêt-à-la-partie, addition pour la série, produit sur somme pour le pari. Tension partagée au prorata, intensité identique, voilà. Licence en poche, on retient les couleurs, le refrain. Ne mangez rien ou je vous battrai. Mnémotechnique qui nous guide, série parallèle, calcul malin. On résout, on vérifie, on tient. Go. Licence en poche, on chante bien. Les couleurs, le refrain. Ne mangez rien ou je vous battrai. Mnémotechnique qui nous guide, série parallèle, calcul malin, on résout, on vérifie, on tient. Exemple simple à la main. 4 trains et 20 sous, 10 vols demain. Série donne 100 total, temps sont 8 et 2, résultat banal. En parallèle, la tension égale, courant sans poche, on retient, résultat plus petit que le mieux. Licence en poche, on retient, on sait. Les couleurs, le refrain. Ne mangez rien ou je vous battrai. Mnémotechnique qui nous guide, série parallèle, calcul malin. On résout, on vérifie, on tient. Go. Licence en poche, on chante des 3 ou plus, on simplifie. Regroupe, réduit, puis on vérifie. Redessine le schéma, prends ton temps. Résistance équivalente, pas de tourment. Licence en poche, on retient les couleurs, le refrain. Ne mangez rien ou je vous battrai. Mnémotechnique qui nous guide, série parallèle, calcul malin. On résout, on vérifie, on tient. On retient, licence en poche, on retient. Ne mangez rien ou je vous battrai. Mnémotechnique qui nous guide, série parallèle, calcul malin. On résout, on vérifie, on tient. Licence en poche, on chante bien. Radioamateur, on va loin. Eh bien, bienvenue sur le cours de F6KGL et ce soir nous voyons la 3e partie du chapitre 1 et on va continuer ce dont on avait parlé la semaine dernière, c'est-à-dire les résistances et leur montage, mais là on va voir le côté application et on va sortir la calculette et voir les différents montages qu'on peut faire autour du montage fondamental série ou parallèle. Donc on va faire comme dans le cours, hein, on va utiliser 2 résistances, 80 ohms et 120 ohms, qu'on va monter soit en série, soit en parallèle, et les deux on va les alimenter par une même tension, le 10 volts. D'accord. Donc on suppose, enfin on sent bien qu'on va obtenir évidemment des résultats complètement différents, quand bien même les valeurs de base sont les mêmes. Et donc on y va à la calculette. Alors on va commencer par le série. Donc une résistance de 80 ohms, une résistance de 20 ohms. Voilà. Ma tension de 10 volts, évidemment, c'est sur l'ensemble de mon réseau. Et la première question, la plus simple, c'est quelle est la résistance équivalente de
cet ensemble-là, bah, c'est l'addition. Donc, l'addition, c'est R1 plus R2. Et si j'avais une troisième résistance, évidemment, j'additionnerais le tout. Donc R1 plus R2, oh, je ne sors pas ma calculette quand même, 80 plus 20. T'arrives à faire ça? Voilà, j'arrive à faire ça de tête. C'est quand même extraordinaire. Et ça me fait 100 ohms. Donc maintenant, répartition de la tension. Donc je prends, alors évidemment, la répartition de la tension sur R1 et sur R2, on est bien d'accord? 80% et 20%. Alors, on va commencer déjà par appliquer la formule qu'on a vue la semaine dernière, c'est-à-dire la tension sur R1, c'est égal à la tension totale 10 volts, divisé par la résistance R1, 80, divisé par la résistance totale, 100. Donc ça fait 10 fois 80 divisé par 100, ou 80%, ça me fait 8 volts. Sur R2, bah, je reprends le même calcul, donc mes 10 volts multiplié par 20 divisé par 100, et ça me fait 2 volts. Vous remarquez quand même que 8 volts plus 2 volts, donc les tensions sur R1 plus la tension sur R2, ça donne ma tension totale. J'en ai pas qui sont partis, donc la loi des mailles, elle fonctionne là. Et d'autre part, je peux aussi faire le calcul par différence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je connais la résistance, la tension sur la résistance 1, que je vais appeler UR1, oui, alors juste un truc, quand je mets un petit indice comme ça, c'est que je mesure la tension sur R1. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est l'indice qui veut dire qu'est-ce que je mesure. Soit où est-ce que je mesure ou qu'est-ce que je mesure. Et donc là, je mesure la tension sur R1. Donc ma tension sur R2, je peux aussi la calculer par différence. C'est-à-dire que la tension sur R2, bah, c'est ma tension totale moins la tension sur R1. Donc c'est pas la peine que je m'amuse à sortir ma belle formule là pour R2. Tout simplement. Et puis après, bah, il y a la manière empirique de Richard, qui lui voit tout de suite que voilà, la répartition c'est 80-20. Voilà, il n'y a pas de 80%. 80%, 20%. Ou 4 cinquièmes, 1 cinquième. C'est pareil. Une fois qu'on a la notion des nombres comme ça, c'est quand même beaucoup plus facile. Voilà. Et donc, quand on est en méthode empirique, comme je vous préconise plutôt à avoir, tout au moins dans un premier temps, pour essayer de dégrossir les valeurs, après, dans les questions d'examen, souvent, par élimination, déjà on en retire 2 qui sont complètement, complètement farfelus. Et après, il y en a peut-être 2, mais au pifomètre, sans faire de calcul, voilà, je dis n'importe quoi. Imaginons que dans une des réponses, il y ait 5 volts. Ça ne peut pas être 5 volts, puisque on n'a pas c'est pas répartition moitié-moitié. Alors après, qu'on vous propose 2 volts ou 3 volts, là, avec un calcul comme ça, il n'y a pas de débat, mais si vous avez des valeurs un peu plus subtiles, ou des tensions aussi qui ne sont pas le 10 volts, je comprends que vous hésitiez entre 2 volts et 3 volts, parce que voilà, c'est proche. Mais voilà, et si dans les propositions on vous dit, je dis n'importe quoi, 10 volts, 15 volts, 5 volts et 2 volts, enfin pour R2, bah, c'est naturellement que vous allez dire 2 volts, puisque les autres vous les éliminez. Bah 15 c'est pas possible. 15 c'est pas possible, 10 bah, c'est pas possible non plus, puisqu'il y a déjà une résistance, sauf si la résistance elle est nulle. Mais bon, ils peuvent quand même proposer 15 volts, comme ils sont assez tordus. Oui, mais bien sûr. Ou 25. Ou même 25, mais ouais. Oui, non, mais voilà, après, c'est à vous d'être vigilant dans les réponses proposées.
Bon, ça c'est relativement simple. Deuxième autre question, l'intensité. On a vu que l'intensité, elle était tout le temps la même. Et donc l'intensité, c'est quoi? C'est l'intensité totale divisée par la résistance totale. Donc c'est mes 10 volts divisé par 100 ohms, ce qui fait un dixième d'ampère, donc 100 milliampères. Mais c'est aussi mes 8 volts que j'ai eu sur ma résistance là, par rapport à la résistance de 80 ohms. Donc c'est pareil, ça va me faire 8 divisé par 80, et au miracle, ça donne encore 100 milliampères. Et on fait la même chose sur la résistance 2, donc 2 volts divisé par 20 ohms, et c'est encore 100 milliampères, heureusement. Donc tout ça, c'est pour vous montrer que la loi d'Ohm, elle est assez simple d'utilisation, et on peut prendre le problème dans tous les sens. On doit retomber toujours sur nos pieds. Le calcul le plus tordu, et j'ai oublié de me mettre sur 144, F6 KGL opéré par F6 GPX pour le cours du Radio Club de Neuilly-sur-Marne du vendredi soir, qui est déjà commencé. Et donc nous en étions aux répartitions de la puissance dans le groupement série. Bon, déjà la puissance dissipée par ce réseau, c'est quoi? C'est donc P égale UI, I 100 milliampères, U 10 volts, 10 fois 100 milliampères, ça me fait 1 watt. Ok, ça marche. Je peux aussi m'amuser à calculer puisque si je n'ai pas calculé I auparavant, avec juste les éléments que j'ai ici, je peux utiliser U2 sur R. U2, 10 fois 10, 100, divisé par R, 100. Ça me fait encore 1 watt. Et puis je peux être très tordu, c'est-à-dire utiliser les résistances et l'intensité qui est là. Donc je fais P égale RT, donc la résistance totale multipliée par l'intensité totale au carré. Résistance totale 100 ohms multipliée par l'intensité au carré, donc 0,1 fois 0,1, et ça me fait encore 1 watt. Et puis après, la répartition de ma puissance sur mes deux résistances, là, donc j'applique encore une fois mes formules que j'ai vues la semaine dernière. Donc ma puissance, elle est répartie au prorata des résistances. Ça, c'est la formule, je dirais, empirique. Pourquoi? C'est que la puissance, c'est tension multipliée par intensité. Oui. On a vu que l'intensité, elle était constante. Donc ce qui va différencier, c'est la tension, et donc, ou la résistance, et la tension, elle est proportionnelle aux résistances. Donc ma puissance va être proportionnelle aux résistances, ou à la tension, comme on veut. Mais c'est le même phénomène. Et après, là, il suffit que je prenne pour ma répartition de ma puissance, c'est donc la puissance totale multipliée par la valeur de la résistance divisée par la résistance totale. Et ça me fait 0,8 watts. Et je peux le prendre aussi avec la tension sur R1 et l'intensité dans R1. Tension sur R1, c'est 8 volts multiplié par 0,1 ampère, ça me fait 0,8 watts. Là, on peut le faire dans tous les sens, y compris dans mon cas ici de la puissance sur la résistance 2, je peux prendre la tension au carré divisée par la résistance 2. La tension au carré, c'est donc 2 fois 2, ça me fait 4, divisé par 20, ça me fait encore 0,2 watts. Je peux prendre ça dans n'importe quel sens. Là, ici, je vous ai rappelé ici mes fameux triangles qui vont me servir pour ma loi d'Ohm. Et donc là, PUI
ben, je l'ai ici, donc je cache P et ça me donne U multiplié par I. Si j'utilise cette valeur ici, enfin cette formule ici, U2 sur R, P égale U2 sur R, ici j'ai P, U2 et R, donc je cache ici, et j'ai bien ma valeur qui me fait P égale U2 divisé par R, puisque U est en haut. Donc c'est U2 divisé par R. Ça, c'est mes triangles magiques. Vous avez en tête ces 4 triangles-là, et vous pouvez utiliser la loi d'Ohm dans tous les sens. Après, il faut trouver le triangle où il y a les unités qui vous intéressent. Mais les 4 unités, enfin à chaque fois, il y a 3 des 4 unités. C'est pour ça qu'il y a 4 triangles. Il y a toutes les possibilités. Et donc, avec ces 4 triangles, on a les 12, ce qu'on appelle les variantes de la loi d'Ohm et de Joule. Parce qu'en fait, la loi d'Ohm, c'est P égale UI, la loi de Joule, c'est P égale UI, et la loi d'Ohm, c'est U égale RI. Et donc, à partir de ces 2 lois-là, on en déduit les 12 valeurs de la, enfin oui, les 12 équations ou valeurs de la loi d'Ohm et de Joule. On n'a pas le droit de se tromper avec ça. Ah bah normalement, on n'a pas le droit de se tromper. Hein. C'est redoutable. Et il faut toujours l'avoir sous le nez, en fait. Enfin, tout au moins. Alors, si on l'a pas sous le nez, il faut l'avoir dans la tête. Il faut l'avoir dans la tête. Alouette. Donc ça, c'est le groupement série. Le groupement parallèle. Groupement parallèle. Donc j'ai toujours mes 2 résistances, 80 et 20 ohms, que j'ai toujours appelé R1 et R2, ça ne change pas. Et mes 10 volts, là, c'est donc sur les 2 résistances. On va le faire dans le même ordre que ce que l'on a vu précédemment, c'est-à-dire qu'on va commencer par la résistance équivalente, qui n'est pas très simple. Alors attends, je regarde les commentaires quand même. Il n'y a rien. Deux manières de calculer. Première manière, c'est une méthode que j'appelle produit sur somme. Ceci n'est valable que pour 2 résistances. J'insiste lourdement, si vous avez 3 résistances, il faut commencer par faire la résistance équivalente de 2, puis après de recommencer le calcul avec la 3e. Avec la 3e résistance. Etc., etc., etc. Donc, si vous avez plus que 2 résistances, c'est peut-être pas la bonne méthode. Voilà. Là, en l'occurrence, il n'y a que 2 résistances et des valeurs relativement simples, donc on devrait s'en sortir. Produit sur somme, c'est quoi? C'est produit, donc 80 multiplié par 20, que je divise par 80 plus 20. Donc 80 fois 20, ça fait 1600, et 80 plus 20, ça fait 100. Donc 1600 divisé par 100, je ne sors pas ma calculette, encore une fois, ça fait 16. Oh, t'as trouvé ça aussi? Ça, c'est bien. Hein. Alors, juste une remarque, et ça, c'est important pour être certain qu'on ne se soit pas planté quelque part. La valeur de la résistance équivalente est toujours plus petite que la plus petite des résistances. C'est exact. Ah ben ça, bah oui, mais si on s'est planté dans le calcul, ça permet au moins de lever le doute. Ouais. Voilà. Autre manière de voir les choses, et ça je vais sortir ma calculette parce que alors là, 2 têtes, c'est impossible à faire, c'est ce que j'appelle, moi, l'inverse de la somme des inverses. Alors, c'est une formule à la fois simple et compliquée. C'est l'inverse, donc c'est 1 divisé par, et je fais la somme des inverses. Donc là, c'est le premier inverse, le deuxième inverse,
je fais la somme des deux, et c'est donc l'inverse de la somme des inverses. Et ça, c'est valable quel que soit le nombre de résistances. C'est-à-dire que si j'avais 3 résistances, j'ajouterais encore l'inverse de cette résistance. Et si j'en ai 4, j'en mets 4. D'accord? Donc on va le faire à la calculette, parce qu'on est là pour ça. Alors on. Je me mets sur ma calculette, Full HD, hop. Alors, et je fais 1 divisé par, j'ouvre ma parenthèse, ne pas oublier d'ouvrir la parenthèse, sinon ça va merder votre truc. Moi, j'ai 1 divisé par 80, ouais, toi t'as avec ta calculette que j'ai toujours pas compris comment ça marchait, mais c'est pas grave, c'est pas à mon âge que je vais l'apprendre. c'est si simple. Voilà, donc c'est ça que je tape. Alors c'est vrai que sur ma calculette, entre le divisé et le plus, pas évident, mais voilà, quand c'est divisé le premier, tous les chiffres là sont... Est-ce que j'ai un stylo? Parce qu'avec mes gros doigts on voit rien du tout. Donc ici, ça c'est divisé, divisé, ici divisé, ici addition. Et c'est plus. Et n'oubliez pas de fermer la parenthèse. Sinon, la calculatrice, elle râle. Et sinon, alors, celle-là, elle ne râle pas, mais on n'est pas certain que ça râle pas. Enfin, tout au moins, des fois, si ça râle pas, ça affiche un mauvais résultat. Donc, c'est un peu con aussi. C'est aussi gênant. Là, je fais exé pour lancer le calcul. Et ça me donne donc 1,6 10 puissance 1. C'est-à-dire que si je décale d'un cran ma virgule vers la droite, ça me donne 16. Un 10 puissance 1, je décale d'un cran vers la droite. Et si c'était moins 1, je décalerais ma virgule vers la gauche d'un cran. D'accord? Donc ça, voilà le 16, et heureusement, je retrouve le même résultat, au passage. C'est quand même bien agréable. Oui, donc on l'a déjà vu, la remarque que la résistance équivalente est toujours plus petite que la plus petite résistance du groupement, et ça c'est valable quel que soit le nombre de résistances qu'on a. Là j'en ai 2, mais si j'en avais 100, ça prendrait la plus petite. On regarderait par rapport à la plus petite des résistances. Et c'est vrai que dans les questions, il peut y avoir des pièges. Bah oui, après il y a des pièges, donc par élimination, il y a des trucs qui sont pas possibles, quoi. Alors après, pour pifométrer, je dirais, une valeur comme ça, c'est pas évident. En règle générale, plus ici cette valeur est importante, moins finalement ça va peser sur la diminution de la valeur de la plus petite. C'est compliqué à expliquer, mais en fait quand on réfléchit non pas en résistance mais en conductance, donc en inverse, donc sur l'inverse, et là on comprend mieux parce qu'évidemment une forte résistance a une faible conductance et donc n'a quasiment pas d'incidence sur la conductance globale. On se retrouve dans le même cas finalement que mes résistances série, sauf que c'est plus des résistances, c'est des conductances. C'est des conductances. Et encore une fois, c'est M. Ohm qui a défini qu'il préférait parler de résistance, mais parce que lui, il voyait plutôt génération d'une tension et éviter le passage d'un courant. Mais il aurait pu très bien imaginer le côté conductance, côté conducteur, quoi. Ça conduit plus ou moins. Voilà, mais il y a une loi, qui n'est pas la loi de d'Ohm, qui est la loi de Siemens,
Exact. qui est juste l'inverse. C'est-à-dire que la loi de Siemens, elle dit que la tension, c'est l'intensité divisée par la conductance. Répartition de la tension, il n'y a pas de répartition puisqu'on voit bien que la tension, là, elle est la même sur R1 et la même sur R2. Donc il n'y a pas de problème de répartition de tension. Elle est partout la même. Il y a des courants qui ne sont pas pareils. Ouais. C'est les courants qui sont Il y a pas des pareils. mesures de conductance, ça existe. Hein. Ça existe, ouais. Ouais. Ça existe pour la mesure, j'avais vu ça, de la résistivité, enfin justement de la conductance de l'eau, pour savoir si elle est plus ou moins chargée. Plus ou moins chargé en calcaire ou en sels minéraux. Et on parle en Siemens. Ah oui. Ah ouais. Et dans en fait, oui, enfin tu pourrais parler de 1 sur eau, mais c'est pareil. Hein, c'est- Oui, Oui, mesure mais comment, parce c'est que plus tu parlant, enfin apparemment ils travaillent comme ça. Non, mais tu la mesures comment? à l'eau-mètre. Non, et c'est Non, une sonde spéciale. Hein. Ah, c'est une Enfin, sonde C'est spéciale. une sonde spéciale avec... Un peu Enfin. comme une sonde pH. ouais, un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un tube avec une lame au milieu, puis il y a des trous dans le tube pour que l'eau puisse passer, et ça mesure la résistance D'accord. entre le En- lame entre, et ce tube. et puis ce tube en question. Alors c'est calibré. Hein, bien Oui, sûr. oui, oui. Et c'est quoi comme matière justement? C'est ça? C'est non, Pour C'est pas du ça- cuivre. C'est pour pas ajouter du. Ah non, c'est l'inox. Faut pas que ça C'est l'inox. Ah ouais, faut pas que ça puisse s'oxyder. C'est de l'inox et du téflon. J'ai travaillé dans un truc Ah ouais. comme ça une fois. De l'inox. L'inox en tube et puis le lame est aussi en inox. Et, et c'est l'inox, c'est isolé. inox, oui, c'est Inox, isolé. inox. t'es- Mais c'est D'accord. isolé avec du téflon, une base en Juste téflon. pour la zone qui doit. Ah C'est bah ça, ouais, ouais. Mais c'est calibré. Oui, oui, pour Et il y a Oui, plus pour les- les écarteurs, quoi. C'est ça. Il y a plus maintenant, mais avant sur les bouteilles d'eau minérale, il y avait la résistivité. Enfin, il y avait effectivement Siemens. Il n'y a plus maintenant. Mais il y a eu. L'intensité, comme la tension comment dire, est constante, ce qui va bouger, c'est l'intensité, c'est la répartition de l'intensité. Et là, la répartition de l'intensité, en fait, pour faire simple, l'intensité est répartie à la conductance. Plus ça conduit, plus il y a de l'intensité. Et finalement, comme je dis que c'est proportionnel à la conductance, ça veut dire que l'intensité, elle est inversement proportionnelle à la résistance, puisque la conductance, c'est l'inverse de la résistance. Donc, on va commencer par calculer l'intensité totale. L'intensité totale, I est égale à U sur R. Voilà, on reprend mes triangles de la loi d'Ohm qui sont là. Ici, je les ai mis là, I, je cache I, et I est égal à U sur R. Donc, 10 divisé par 16. Alors, vous avez le droit de prendre la calculette. Hein. Ouais. Je vais l'allumer. Voilà. Et là, vous trouvez 0,625. Donc, ça veut dire que c'est 625 milliampères. Et puis après, mon intensité, elle est donc répartie au prorata inverse des résistances. Ce qui veut dire que, alors déjà, je peux faire l'intensité dans R1, ici, c'est égal à la tension divisée par la résistance. On est d'accord? I est égal à U sur R, toujours. Donc, U 10 divisé par 80. Ça me fait 0,125. Autre manière de répartir, c'est je répartis au prorata inverse de mes résistances. Donc mon intensité, mes 625 milliampères, je multiplie par la résistance totale et je divise par R1. En fait, il faut bien se rendre compte que RT, la résistance totale, est inférieure à R1. Elle ne peut être qu'inférieure puisque elle ne peut être qu'inférieure à la plus petite des résistances. On l'a dit tout à l'heure. Donc, mon intensité totale,
mon intensité dans R1 ne peut pas être supérieure à l'intensité totale. De toute façon, c'est absolument impossible selon la loi de Kirchhoff, puisque mon intensité, elle arrive ici dans ma branche du haut et elle se répartit ici dans mes deux résistances pour repartir par là. Donc si elle se répartit, c'est que il n'y a rien qui est créé. Hein. Elle s'est coupée en deux, c'est tout. J'ai des électrons qui passent dans une résistance et des électrons qui passent dans l'autre. Donc ma valeur là, c'est donc 625 multiplié par 16 divisé par 80. Donc si je fais multiplié par 16 divisé par 80, je vais avoir une valeur obligatoirement inférieure à 0,625. Et là, si je prends ma calculette pour faire tout ça, parce que de tête, je vais avoir un peu de mal, et ben ça me donne donc mes 125 mA, et au miracle, c'est bien ce que j'ai là. Et pour trouver I2, il suffit d'enlever 0,625. Alors, pour trouver I2, il y a deux méthodes. Soit on reprend la même méthode, ou par différence. Soustraction. Ouais, comme tout à l'heure. Bah oui, par différence. C'est-à-dire que l'intensité, si elle passe pas, alors l'intensité totale, si elle passe pas dans R1, bah elle va passer dans R2. Et inversement. Et puis je peux m'amuser à faire des formules dans tous les sens. Ça marchera toujours. Oh. Ma répartition de puissance maintenant. Donc ma puissance totale, toujours U multiplié par I. U 10 volts, I 625 mA, ce qui me donne donc 10 fois 0,625 égale 6,25 watts. Et cette répartition, là, elle est répartie au prorata inverse des résistances. Pourquoi? C'est que ma tension, elle est fixe, et ce qui est variable, puisque là, ma puissance est toujours P égale UI, hein, ça ne bouge pas. Ce qui est variable, c'est mon intensité, et c'est donc dans la résistance où il y a le plus d'intensité que je vais avoir le plus de puissance dégagée. Et donc je peux m'amuser à faire tous les calculs dans tous les sens, encore une fois, et je vois bien que ma loi de Joule, elle fonctionne encore très bien, puisque la puissance dans R1 plus la puissance dans R2, ça me donne ma puissance totale. Je vous laisse faire tous les calculs possibles et imaginables sur votre calculette pour que voilà, vous vous entraîniez. Et n'oubliez pas, à chaque fois, normalement il n'y a pas besoin, mais c'est mieux de l'avoir en tête, de rajouter les parenthèses. Là en l'occurrence, j'en ai pas besoin, dans ce cas-là précisément, mais c'est pas le cas tout le temps. Donc vaut mieux avoir l'habitude de mettre des parenthèses, même si elles sont inutiles. Si on a trop, c'est pas grave, il y a juste une touche en plus appuyée, plutôt que d'oublier justement une des parenthèses et qui pourrait poser problème. Donc voilà, on a fait les exercices sur ces groupements séries et parallèles. Et on en arrive, parce que là où on a fait des cas simples, série ou parallèle, bien évidemment, on peut combiner. Ça serait trop drôle sinon. Donc dans ce cas-là, ce qu'on appelle un réseau complexe, qui peut être composé de plusieurs réseaux, séries, parallèles, entrecroisés, enfin, on peut imaginer des tas de choses, et la question sera toujours quelle est la résistance équivalente. Alors évidemment, dans la vraie vie, on ne va jamais avoir des réseaux comme ça ne sert à rien, on est bien d'accord, mais ça fait partie des questions d'examen. Oh, ça ne va pas non plus très, très loin au niveau du nombre de résistances dans l'examen. Non, il y a... Parce que j'en ai vu... Oui. 3, 4... Ouais, il y en a 4, voilà. Ouais. Maximum. Ouais. Mais quand même. Voilà, faut réfléchir un petit peu. L'idée, c'est de faire, en fait, de résoudre
à chaque fois la résistance équivalente de l'ensemble le plus élémentaire. Et à chaque fois, on rajoute quelque chose en plus. Alors ça semble simple comme ça, mais voilà, on va voir quelques exemples. Et souvent à l'examen, c'est plutôt la forme, c'est-à-dire la présentation du schéma qui peut être perturbante et qu'il vaut mieux éventuellement redessiner de manière plus parlante, oui, tout à fait. parce que des fois c'est un peu tordu. On va en voir quelques-unes. Mais c'est exprès. Et c'est exprès. C'est pour voir si vous suivez. Voilà. Ouais, j'en vois une là. Ouais, mais on va les voir. Donc, première, alors celle-là, bon, pas de cas particulier. Donc, bon, voilà, j'ai 100 ohms, 150 ohms. Donc, on va essayer de calculer la résistance équivalente de ça. Donc, 100 fois 100, 150, ça fait 15 000. 15 000. Divisé par 250. Alors 15 000 par 250, j'avoue, je sors la calculette pour pas me planter. 60. Et ça fait Ouais, 60. c'est- Voilà, je l'avais noté, ça fait 60. Et j'ai derrière une résistance en série qui fait 40 ohms, donc ça me fait 60, cet ensemble-là, plus 40, ça me fait 100. Tout ça pour ça. Alors que ma résistance de 100 ohms, je l'avais ici. Donc j'aurais pu très bien m'épargner cette résistance-là et cette résistance-là. Oui, mais peut-être pour les questions de puissance. Ah, peut-être pour des questions de puissance. Allez, je suis d'accord. Ben, voilà. Et puis, si on veut être tordu, si on veut être puriste, pour la résistance équivalente de l'ensemble, là, je fais l'inverse de la somme des inverses. Donc, 1 divisé par 100, plus 1 divisé par 150. Et ça, c'est plus de l'entraînement à utiliser votre calculette. Et normalement, si tout va bien, ça doit donner 60 ou 6 10 puissance 1, selon ce que vous avez paramétré comme affichage. Et après, on continue, mes 60, je rajoute mes 40, ça me fait 100. Yes. Deuxième réseau complexe, un peu tordu quand même, parce que quand on regarde ça rapidement, on se dit, c'est 10 résistances qui sont En en parallèle. Et c'est exact. Hein, c'est le piège. Ça, c'est le piège. Ça. Et en fait, non, elles ne sont pas en parallèle, parce que là, j'ai pas de contact ici, et là, j'ai pas de contact ici. Donc ça veut dire que cet ensemble-là, ce sont donc 5 résistances en parallèle, on est bien d'accord, mais suivies de 2 résistances ici en série. Alors évidemment, dans les réponses, il va y avoir 10 divisé par 7, ce qui fait 1,5, quelque chose comme ça. Ça, c'est certain. Mais c'est pas ça la réponse. La réponse, c'est donc 10 divisé par 5, puisque ici, ce sont des résistances en série de même valeur. Donc je prends ma résistance de 10, et je divise par 5, puisque j'ai 5 résistances. Donc 10 divisé par 5, ça me fait 2. Et en série, j'ai 2 fois 10 ohms. Donc 2 ohms plus 10, ou 2 ohms plus 2 fois 10, comme on veut. Et ça me fait 22 ohms. Merveilleux. Donc ça fait partie des pièges, entre guillemets. Donc il faut bien avoir... voilà, faut pas sauter tout de suite, faut regarder, s'il y a un piège, et 2, où est le piège. Parce que quelquefois, il n'y a pas de piège aussi. On cherche un piège alors qu'il n'y en a pas. D'accord. Voilà, ça, c'est des questions. Celle-là, elle est simple pour moi. Enfin, sans piège.
celle-là, elle est un peu plus tordue. Et on perd un point bêtement. Et on perd un point bêtement si on fait pas gaffe. si on fait pas gaffe, exactement. Ouais, tout à fait. Les questions un peu plus compliquées, ça c'est une question autour du pont de Wheatstone qu'on va voir d'ailleurs tout à l'heure pour la manip de la soirée. Le pont de Wheatstone, je rappelle, ce sont deux réseaux de résistance. Hein, donc ici c'est mon point d'alimentation, ici ma masse. Et alors soit on vous dit qu'il n'y a pas d'intensité entre les deux branches ici si je les rejoins, ce qui veut dire en clair que j'ai pas de tension. Hein, ma loi d'Ohm, elle dit que la tension c'est égal à la résistance multipliée par l'intensité. Si j'ai pas d'intensité, il n'y a pas de tension. Puisque ma résistance en plus, j'ai pas vraiment de résistance. Parce que ici le système là est ouvert. Ce qui veut dire que si j'ai pas de tension entre les deux là, ça veut dire que ma tension que j'ai ici est égale à la tension que j'ai ici. Exactement. C'est ça que ça veut dire. Et si mes deux tensions ici sont égales, ça veut dire que mes résistances de chaque côté, là, elles sont proportionnelles l'une l'autre. Donc cet ensemble-là de résistances est proportionnel à cette résistance-là. Et donc maintenant, il faut trouver la résistance qui est ici, qui permet d'équilibrer le pont, parce que ça c'est un pont de Wheatstone dit équilibré, puisque j'ai la même tension. Et donc il faut trouver cette résistance qui permet d'équilibrer le pont. Quelle résistance je vais devoir mettre ici pour obtenir une tension nulle ou une intensité nulle qui est pareille. Et donc là je vais utiliser ce que l'on appelle le produit en croix, c'est-à-dire faire en sorte que ma résistance là soit proportionnelle, que mes deux résistances là soient proportionnelles à ces deux là. Et le produit en croix c'est quoi? C'est sa première diagonale, c'est là où j'ai mon inconnu, avec ici ce qu'on appelle la valeur opposée. La deuxième diagonale est ici. Et donc mon produit en croix, c'est la multiplication de la deuxième diagonale divisée par la valeur opposée. Donc c'est 80 fois 4 divisé par 20. Alors 80 fois 4, 320 divisé par 20 égale 16. Donc on voit bien là, alors on peut aussi le faire de manière plus empirique, sans passer par le produit en croix. On voit ici que la résistance du bas, elle est 5 fois plus petite que la résistance du haut. C'est-à-dire que là, ma résistance de 4 ohms, elle est 5 fois plus petite que la résistance de 20 ohms. 5 fois 4, 20. Ce qui veut dire que de l'autre côté, ma résistance ici de 80 ohms, elle doit être 5 fois plus petite, ma résistance R2 doit être 5 fois plus petite que celle de 80 ohms. Absolument. Donc je fais 80 divisé par 5. Et là, peut-être que je prends ma calculette. Parce que je ne le fais pas de manière simple. Et ça me fait 16. Autre manière aussi, je rappelle les caractéristiques de mes rapports proportionnels. Si c'est proportionnel dans ce sens-là, c'est aussi proportionnel dans l'autre sens. Et donc là, je vois 20 et 80, ici c'est 4 fois plus important. Donc, sur R2, R2 sera 4 fois plus important que 4 ohms. 4 fois 4 égale 16. Ça marche dans tous les sens. Ça, c'est la magie des matrices carrées de 2. C'est beau la vie, hein? Non, c'est bien. Hein.
Voilà, et donc j'ai quelque chose qui est proportionnel. Alors vous me direz, à quoi ça sert? Ça va servir Si, énormément. Ça sert, ça. Ouais, Énormément. Et ça va servir des aussi. capteurs, des choses comme ça. Ouais. Entre autres. Et ça va servir, dans tous les instruments de mesure, souvent. C'est un point. Ah ouais, au niveau du galvanomètre, Ah ouais, c'est que Le ça, gazage. et Au Ouais. milieu. dans plein dedans. ouais, on va l'avoir dans des tas d'applications, et même dans des applications radio, parce que ça va permettre aussi, si on a une valeur ici, non pas une résistance, mais une impédance, donc quelque chose dont on ne connaît pas la valeur, on peut, à partir en mettant à l'opposé, par exemple ici, un condensateur, on équilibrera le pont si on a ici un condensateur, sinon c'est pas équilibré. Donc ça va aussi, quand on a du déphasage, être utile de mesurer quel est le composant qu'on a en face. Typiquement une antenne. Oui, d'accord. Une antenne comme ça, à la place de mettre une résistance, là tu mets une antenne, et ça te permet comme ça de savoir l'impédance de l'antenne, déjà sa résistance et son impédance, savoir si elle est plutôt capacitive ou plutôt inductive. D'accord. Et c'est la méthode justement pour mesurer. Ouais. Je me suis toujours demandé comment mesurer les impédances des antennes. C'est ça. Ah, carrément. Et alors là, tu mets pas un voltmètre, là, mais tu mets par exemple un récepteur. Et quand tu n'entends plus rien, c'est que c'est accordé. D'accord. Justement. Et là, tu mets un générateur de bruit ou quelque chose comme ça. C'est le truc tout bête, hein, mais qui est... alors maintenant, on a des outils beaucoup plus... les fameux VNA, là, les analyseurs vectoriels d'antenne. C'est un outil numérique qui est basé en partie là-dessus, mais pas complètement. Et les vieux analyseurs d'antenne, si vous en avez connu des MFJ 800, je ne sais plus combien, là, 859 de mémoire, À l'aiguille, là. à aiguille, il fonctionnait avec un système comme ça. Ouais. Maintenant, un VNA, ça coûte rien, ça coûte 50 €. Ça. Ça, ouais. Ça coûte 50 €. Ça marche super bien. Mais oui, mais on ne voit plus, on ne comprend plus. On comprend plus à quoi ça. Oui, comment ça marche. J'en ai un, j'ai acheté un analyseur d'antenne. Mais, Écoute, c'est tellement bluffant comme truc. payer 500 balles. Ah oui. Ça marche plus ou moins bien, mais Ouais. Enfin, ça donne une idée quand même. ça donne une bonne idée. Ça donne une bonne idée, mais Ça, c'est plus précis. Mais ça, c'est plus précis c'est et, ce qu'on fait. et on sait on comprend ce qu'on fait là. Et surtout, Deuxième, comment ça fonctionne, ouais. on comprend comment ça fonctionne. Deuxième exemple ici avec ce pont diviseur. Donc là, qu'est-ce que je veux mesurer, quelle est la question? Je dois calculer ici l'intensité dans cette résistance-là. Donc là, il y a quand même pas mal de... Attends, l'intensité dans laquelle résistance Dans 5 ohms, dans la résistance de 5 kilo ohms. 5 kg. Ah oui. Ah oui, d'accord, oui, le point de la tour. D'accord? Donc déjà, il faut comprendre la question. Et après, quels sont les éléments qui vont permettre de répondre? Bon, déjà, si j'ai un système comme ça, c'est que j'ai une partie du courant qui passe là, une partie du courant qui passe de l'autre côté. Mais je comprends pas bien. U24, c'est sur la totalité? Non, c'est Non. juste C'est uniquement sur Ah 2 oui. kilos. Ouais, Ah, Eh oui. voilà. Donc on commence déjà, évidemment, par calculer l'intensité totale, c'est-à-dire qu'est-ce qui passe dans ma résistance de 2 kilo ohms. D'accord? ouais. Donc I est égal à U sur R, on est parti, U 24 volts, R 2000. Donc 24 divisé par 2000 égale 12 milliampères. Et mes 12 milliampères,
Bah, comment sont-ils répartis? Donc, mes 12 milliampères, alors soit vous êtes, vous êtes un peu affûté et vous vous dites, alors, voyons, mes 12 milliampères, ça se répartit pas évidemment moitié-moitié, puisque mes deux résistances, alors elles sont quand même pas trop loin l'une de l'autre. Donc on va se dire, c'est pas moitié-moitié, mais c'est un tout petit peu moins de la moitié sur 5 kOhm et un tout petit peu plus sur 3 kOhm. La moitié, c'est 6 milliampères. Voilà, donc si j'ai un truc aux alentours de 4-5 milliampères sur la deuxième ici, ça me plaît bien. D'accord? Mais ça, c'est quand vous êtes... faut avoir un peu de... Comment dire, faut sentir la chose, hein. C'est pas aussi évident que ça. Et puis il y a une deuxième solution qui consiste à sortir sa calculette. Et là, on y va, on tape dans le dur. Il faut calculer la résistance. Alors la résistance équivalente, on va se la calculer à la calculette. Et je vais la calculer avec la méthode inverse de la somme des inverses, parce que celle-là, il faut que vous l'ayez en tête. Ah d'accord. Alors, 1 divisé par, j'ouvre ma parenthèse, 1 divisé par 3, plus 1 divisé par 5. Alors, plutôt que de mettre des kiloohms et de m'embêter, si j'utilise, sans utiliser les kiloohms, je sais que mon résultat, là, va être en kiloohms. Donc, il ne faut pas juste que j'oublie qu'il est bien en kiloohms. Donc, si je fais exé, ça me donne 1,875 10 puissance 0. Donc 1,875 kiloohms, 1,875 kiloohms, soit 1875 ohms, comme on veut. D'accord? Donc c'est plus petit que la résistance du haut. Donc c'est plus petit que la plus petite des résistances. Et il y aura plus que 12 milliampères. Voilà. Et donc maintenant, je fais mes... Alors je fais mes 12 milliampères. Donc 12, c'est pas la peine que je mette milliampères. Je sais que je vais avoir des milliampères. Que je multiplie par ma réponse que j'avais. Et que je divise par ma résistance, c'est-à-dire mes 5 kiloohms. Je ferme ma parenthèse, je fais exé, et je trouve 4,5 10 puissance 0, donc 4,5 milliampères. Voilà. Faut que vous ayez... Alors, et ça, des questions comme ça, il y en a, énormément. Il y en a pas mal. Donc il faut que vous ayez bien ça en tête, ce genre de schéma, que ce soit le pont de Wheatstone ici, celui-là ou les deux autres schémas qu'on va voir, l'autre schéma qu'on va voir derrière, on en a régulièrement. Mais là, c'est juste une histoire de ma... En fait, la question, c'est plutôt la répartition de l'intensité. Alors évidemment, au début, il faut calculer l'intensité. L'autre question, là, c'est plus simple. Puisque ici on me donne une résistance dont on se fout de la valeur, mais on me dit, donc à la limite je pourrais l'ignorer, elle ne sert à rien dans le problème. Ici je sais que j'ai 300 milliampères, et ces 300 milliampères, qu'est-ce que je dois calculer là? Ah bah oui, la résistance ici, R1. Puisque j'ai la valeur ici de ma deuxième résistance, sa tension. Donc j'en déduis ici la valeur de l'intensité, 120 milliampères, 12 divisé par 100, 120 milliampères. Et comme j'ai déjà 300 milliampères qui arrivent ici sur le circuit, par différence, l'intensité qui va passer dans R1, c'est donc 180 milliampères. 180 milliampères avec 12 volts,
Donc R est égal à U divisé par I. Donc 12 divisé par 180, et ben ça me donne 66,7 ohms. D'accord? Quand je dis 180, 180 milliampères. Donc voilà. Donc on l'a ça dans... Et ça c'est de l'application de la loi d'Ohm. Alors après il faut trouver la bonne méthode. C'est presque ça qui demande le plus de temps, c'est trouver la méthode pour arriver au résultat. Donc je vous recommande dans ce cas-là de dessiner votre schéma sur votre papier brouillon et de noter les différentes étapes en disant bah voilà, je sais que là j'ai tant de milliampères, donc ici ça me fait tant de milliampères, et comme ça si des fois vous êtes perdu dans votre raisonnement, le fait de l'avoir écrit, ça va vous permettre de trouver la bonne réponse. D'accord. Oui, ils peuvent compliquer dans les schémas avec des oui, qui servent à rien. Avec, oui, ça, Ouais, j'ai vu ça. Ça ils sont coutumiers du fait. Hein. D'accord. Et puis, alors ça c'est pas une question d'examen, mais parce que j'en ai jamais vu des aussi compliqués que ça, mais ce pourrait en être une. Donc là, l'idée c'est de... Voilà, on sait jamais. Donc là, c'est un réseau évidemment super complexe. Donc, premier réseau, je commence par celui-là, mais aussi je pourrais aussi commencer par celui du bas là. Les deux réseaux, comment dire, les plus simples, c'est celui du bas ici et celui ici. Voilà. Donc on peut commencer par n'importe lequel des deux. Mais on va commencer par celui-là, puisque je l'ai déjà noté numéro 1. Donc 150 et 200, bah, je le reprends, alors soit le produit sur somme, ou l'inverse de la somme des inverses, comme vous voulez. On va prendre produit sur somme pour changer. Donc 150 fois 250, alors là j'ai un peu de mal. 150 fois 250 égale 37 500, divisé par 150 plus 250, 400. Ça, je le fais quand même de tête. Et ça me donne donc 9,375 10 puissance 1. Donc je décale d'un cran ma virgule vers la droite, ça me fait 93,75 ohms. J'ai une résistance de 75 ohms ici en série, donc je rajoute cette résistance de 75 ohms, ça me fait 168,75. J'ai intérêt à noter à chaque fois ce que je fais, parce que sinon je vais être perdu. Ici, ma résistance, enfin mon ensemble numéro 3, ça me donne 110, 30 plus 80, 110. 110 et 168,75 ici, donc le réseau numéro 2, voilà, produit sur somme encore une fois, ça me donne 66,59, plus une résistance de 100 ohms en série, ça me donne donc 166,59, et en règle générale c'est arrondi, donc à 167 dans ce cas-là. Voilà. Bon, alors encore une fois, c'est pas réellement une question d'examen, mais ça pourrait l'être. En tout cas, ça sert d'entraînement. Et ça sert d'entraînement en se disant, oh là, qu'est-ce que... Et ça vous permet aussi d'avoir une idée du temps qu'il vous faut pour répondre aux questions de technique. N'oubliez pas qu'il n'y a que 30 minutes pour vos 30 questions. 20 questions. 20 questions, 30 minutes, ouais. Donc ça fait 1 minute et demie. Une minute et demie en moyenne. En moyenne. Il faut pas traîner. Et dans ces cas tordus comme ça, on y passe, avec le stress, Avec le stress. on y passe un peu plus d'1 minute et demie. Donc après, il y a intérêt à courir pour d'autres, quand il n'y a pas de questions avec des calculs. Alors,
d'après les comptes rendus récents, il semble, j'ai bien dit il semble, qu'il y a quand même de moins en moins de calculs. D'accord. C'est plus des questions, D'ordre voilà, général. quelle est la propriété de tel circuit, ou voilà. D'accord. C'est plus des questions Pour la technique. pour la technique et la réglementation aussi. De toute La façon. réglementation. Normalement, la réglementation, on n'a pas de calculatrice. Mais Il n'y a des pas questions- besoin, normalement il n'y en a pas besoin, mais sauf qu'il y a des questions il y a quand des même. questions, on est obligé. Hein. Donc, enfin, si vous avez une calculatrice, autant l'utiliser aussi. C'est pas interdit, Ah non, on a le droit quand même. on a le droit. Mm. Mais normalement, il ne devrait pas y en avoir. Enfin, s'il y en a une ou deux, ça devrait être le bout du monde, quoi. Et d'autant plus qu'en réglementation, comme ça dure qu'un quart d'heure, il y a intérêt à avoir la bonne formule tout de suite. Hein. Mm. Mais en réglementation, les questions techniques sont assez simples. Mm. Donc normalement, il n'y a pas trop à sortir la calculette. Ou tout au moins, s'il y a à sortir la calculette, c'est une simple opération. Une quoi. simple opération, d'accord. Voilà le cas d'école. Ah, ah. Alors ça me fait marrer parce que j'ai trouvé ça sur Internet. Mais par contre, une résistance avec ces couleurs-là, je ne connaissais pas. Noir, noir, marron, marron. Je ne connais pas. Et j'ai cherché un autre schéma en cherchant des vraies valeurs. Pas trouvé. Hein. Donc sur Internet, ils appellent ça une résistance de 1 kOhm. Non, 1 kOhm, c'est pas comme ça que ça se... Pas vraiment. Non. Ah, c'est plutôt marron, noir, rouge, en l'occurrence. Tout à fait. Et là, c'est je sais pas quoi, mais c'est n'importe quoi. Donc, en supposant ici que ce soit ces 12 résistances-là, Ah, d'accord. qu'elles soient de 1 kOhm, quelle est ici la résistance équivalente, donc mesurée entre les deux pointes là de mon cube. Tu l'as écrabouillé ton cube. Ah écoute, ouais, un peu écrabouillé. Alors, en fait, là, je vous ai dessiné, parce qu'en fait, l'idée là, c'est de redessiner à plat, puisque là, on est en 3D quand même, hein, donc c'est un peu compliqué. Essayer de redessiner à quoi ça correspond. Quand on regarde, en fait, à chaque fois pour passer de X à Y, on est obligé de passer par 3 résistances. C'est-à-dire une Oui. là, puis une là, puis une là. D'accord. Ou une là, puis une là, puis une là. Enfin, partout, on va utiliser toujours 3 résistances. Et au départ, comme à l'arrivée, on va partir ici sur 3 résistances. Ah, d'accord. Ici, 3 résistances, ici, 3 résistances. Ce qui veut dire que, d'un point de vue de ma loi des mailles, ici, ici et ici, je vais avoir la même tension. Ah, attends, je vais refaire. Ici, au bout de chacune des résistances, elles ont la même valeur. Ah oui, bien sûr. Elles sont ici reliées systématiquement par une résistance à ce système-là qui lui-même est composé d'un réseau de 3 résistances. Donc la tension ici, ici et ici va être la même. D'accord. Comme la tension est la même, je vais pouvoir, on a l'impression que les résistances, elles sont reliées entre elles. Et elles sont reliées entre elles ici pour arriver à ces 6 résistances, puisque ici, on a 6 résistances en fait, au milieu. Donc on a une ici, 2, 3, 4, 5, 6. Et 6, d'accord. Voilà mes 6. Et donc, ces 6-là, elles sont aussi en parallèle. Donc en fait, mon cube là, si je le redessine, ça va ressembler à ça. Parce qu'évidemment, un cube, si on prend ces résistances là dans tous les sens, on va pas comprendre, on va complexifier le problème plus qu'autre chose. Hein, si on écrase mes résistances là pour voir comment c'est foutu, eh ben on va pas y arriver.
Et la seule manière, c'est de se dire que finalement, j'ai la même tension ici, ici et ici, et ici, ici et ici. Et donc ici, c'est comme si j'avais ici, comme si derrière, tout était relié ensemble. Et donc après, une fois que j'ai ce système-là, c'est assez facile à calculer Ouais, en effet. la résistance équivalente de mon circuit. Il est à quelle page ton machin là? Il n'y est pas. Non, encore bien. C'est bien machin. C'est juste pour le cours. C'est juste pour le cours. Oui, oui, oui. C'est juste pour te faire... Regardez. Ouais. Non, par contre, d'ici, je suis incapable de voir les couleurs là. Ah ben on s'en fout les On couleurs. s'en fout parce que Ah, de d'accord. toute façon, c'est pas les bonnes. C'est pas les bonnes. C'est pas les bonnes, pourquoi? C'est que là c'est noir, noir, Ouais, ouais, ouais. marron, marron, et ça, je sais pas ce que c'est. C'est pas dans le manuel. C'est pas dans le manuel. Donc on va supposer que c'est des résistances de 1 kΩ et que c'est mal dessiné parce que ça serait marron, noir, rouge et or peut-être, Or. je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est bien mal dessiné. J'ai cherché un autre schéma avec des résistances mieux dessinées. J'en ai pas trouvé sur internet. Il faudrait que je recherche un peu plus longuement. En tout cas, celui qui a fait ce schéma-là, il a fait un beau schéma, mais il a mal colorié ses résistances. Donc, par contre, il a calculé comment alors? Alors, donc en supposant que ce sont toutes des résistances de 1 kΩ, Putain, je vois rien ici. ici j'ai un réseau. Attends, Résumé. on va zoomer. Ici j'ai un réseau de 1 kΩ. Donc en parallèle, donc ici ça me fait 0,33. Attends, parce que là, je vois pas bien la branche à droite là. Après le premier réseau. La partie verticale là. Non, là, ça, reviens. Ça c'est tout est relié. Tout est- Bah en fait, électriquement, c'est comme si tout était relié. D'accord, bon, parce que comme je Parce vois que ce n'est de pas, je ce vois n'est pas de pas. point pour montrer la jonction. Ah ouais, attends, Moi je marche à Attends. l'ancienne. ouais, peut-être, mais moi je marche avec Word. Même à la nouvelle. À la nouvelle, il faut mettre des points. Faut que Oui, mais moi je fais que ça, je dessine ça sous Word. Alors vous allez m'excuser, mais je sais pas rajouter des Non, mais là, points je comprends mieux. avec Word. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc voilà, j'ai dessiné ça, et donc là tout est ici Au même potentiel. relié, Ouais. au même potentiel. Même chose ici de l'autre côté, tout est au même potentiel, donc c'est comme si tout était relié. C'est comme si Comme si que. que. Donc là, il y en a deux. Donc là, ici, en série, ça me donne 0,33. Même chose ici d'ailleurs, 0,33. Et ici, ça me donne un sixième, donc un 666. Et donc là, la somme, donc Un c'est sixième pas plus un tiers. Plus un un tiers tiers, plus un sixième plus un tiers, ça donne 0,833. D'accord. Ok. Même chose à l'autre bout là. Hop. Bah oui. Alors, effectivement, tu peux revenir sur voilà. Donc les trois résistances qu'on voit sur la gauche, là, du schéma. Qui est à Ouais, gauche. ouais. En fait, c'est les trois là. Voilà, Hein c'est les trois. C'est les voilà, trois c'est qui ça. sont reliés au Y là. C'est ça. Donc c'est la pointe du. La pointe du Y. cube. Voilà. Ouais, la pointe du cube. qui est Et la effectivement- pointe qui est à l'opposé, Ouais. même chose, elle a trois résistances puisqu'il y a trois arêtes là. D'accord. Oui, ça fait un peu comme un pont de Wheatstone à chaque fois, finalement. Oui, c'est un pont de Wheatstone mais en trois dimensions. En trois dimensions, d'accord. Alors après, on peut s'amuser à calculer la tension ici en diagonale. Et tu nous as dit donc combien, quelle est la valeur que tu as fixée là de... Là, j'ai mis 1 kΩ parce que je savais pas quoi mettre. Puisque c'est encore une Il faut fois. si on commence normalement, il y en a 3 en parallèle. Ouais. Ensuite, en série, il y en a 6 en parallèle. Ouais, Et rebelote, V3. 3. C'est quand on arrive de l'autre côté. Ouais. Et quand on arrive au Y. Bon, bah ça c'est relativement simple à calculer, tout ça, maintenant que c'est simplifié.
Mais c'est pas une question d'examen, je vous rassure. Hein. Ouais, non, mais c'est. Mais ça, c'est pour vous faire. Pour le sport. Ça fait, Ça, c'est du remue-ménage, ça. T'as dit quoi, ménage? Remue-ménage. Oui. C'est bien ce qu'il me semblait. Ben voilà, ainsi se termine cette partie. Puis maintenant, on va passer au résumé, aux questions d'examen et à la petite expérience du vendredi soir. Donc, résumé du cours de cette partie, troisième partie, chapitre 1. Je passerai sur le calcul des résistances qu'on a vues et que vous pourriez revoir sur le cours si vous voulez. Ce que l'on a appris en plus, ce sont les circuits un peu particuliers qu'on va voir dans les questions d'examen, donc en particulier le pont de Wheatstone, où là, la réponse, c'est toujours le produit en croix. Le produit en croix, donc ma résistance ici à trouver, c'est R2, et le produit en croix, c'est les deux valeurs qui ne sont pas la valeur opposée, ce qu'on appelle sur la deuxième diagonale, donc 80 fois 4, divisé par la valeur opposée, en l'occurrence ici c'est 20. Donc 80 fois 4, ça me fait 8 fois 4, 32, 320, divisé par 20, 16. Voilà. Et puis aussi on peut faire ça de manière un peu plus empirique, en disant que ce sont des valeurs proportionnelles, et quand c'est proportionnel soit dans ce sens-là, donc verticalement, mais c'est aussi proportionnel horizontalement. Ça marche dans les deux sens. Donc là, par exemple, on voit que là, c'est multiplié par 4. Hein, 20 et 80, c'est fois 4. Donc là, 4 et cette valeur-là, ça serait fois 4, donc 16. Et ça tombe bien, c'est ce que l'on a calculé dans notre produit en croix. Tout va bien. Ici, un schéma un peu plus tordu, où en fait, il y a une répartition de l'intensité, et on demande évidemment quelle est l'intensité qui va passer ici dans ma résistance. Premier calcul, alors il y a plusieurs, dans les questions d'examen, il y a plusieurs schémas qui tournent autour de ça. Il y en a un juste qu'on va voir juste après. Là, donc là, dans cette première question, il va falloir calculer l'intensité totale, qui est l'intensité qui passe dans cette résistance ici. Donc ça fait 12 mA, 24 volts divisé par 2 kΩ, ça me fait 0,12 ampères ou 12 mA. Et ces 12 mA sont séparés en deux. Une partie va sur cette résistance-là, qu'on vous demande, et la deuxième, ça va sur l'autre. Et là, la répartition, elle est faite au prorata inverse des résistances. C'est-à-dire que là, on va calculer la résistance équivalente de cet ensemble-là, 1,875, et ensuite, on va calculer l'intensité étant égale à l'intensité totale, celle qui passe dans la résistance-là, multiplié par la résistance équivalente, divisé par la résistance ici de 5 kΩ. Ce qui fait 4,5 mA. Mais comme on avait calculé nos 12 mA, de manière empirique, on peut se dire aussi que la répartition, si les résistances étaient équivalentes, elles sont presque équivalentes, hein, elles ne sont pas loin l'une de l'autre. Hein. Si elles étaient équivalentes, ici j'aurais 6 mA, 6 mA, mais elles ne sont pas équivalentes. Et la 5 kA est légèrement supérieure à la 3 kA. Donc on peut se dire que dans la 5 kA passe un peu moins des 6 mA, qui serait donc la répartition. Et c'est pour ça que dans les réponses, on cherchera la réponse qui c'est légèrement inférieure à 6 mA. Et s'il y a deux possibilités, deux réponses possibles, eh ben, on est obligé de faire le calcul. Mais peut-être que dans les réponses proposées, il n'y en aura qu'une seule qui correspondra
a la bonne réponse. On va espérer. Et comme ça vous évite un calcul. Autre type de question ici. Ici, une résistance qui est plus là comme un perturbateur qu'autre chose, parce qu'elle ne sert strictement à rien dans la résolution de la question. On vous donne l'intensité, 300 mA, et là, ce que l'on va vous demander, c'est la valeur de la résistance. Donc là, on cherche à partir de la loi d'Ohm. Ici, on a une résistance, une tension, donc on peut en déterminer du coup une intensité. Donc 12 divisé par 100, ça me fait 120 mA. Les 300 mA qui passent en tout, ce qui veut dire si j'ai 120 mA qui passent ici, j'ai 180 mA qui passent ici. Et si j'ai 180 mA sous 12 volts, eh ben c'est une résistance qui fait 66 ohms. R est égal à U sur I. Et enfin, les réseaux complexes. Alors, souvent dans les questions d'examen, heureusement, ce n'est pas des réseaux aussi complexes. L'idée là d'un réseau complexe, donc ce réseau complexe, c'est un ensemble de résistances série et parallèles. Eh bien, on essaye déjà de déterminer la résistance équivalente du circuit le plus élémentaire. En l'occurrence, ça peut être soit ici celui-là, cet ensemble-là, soit cet ensemble-là. On va calculer la résistance équivalente de cet ensemble, puis, donc ça qui est en série, puis on va rajouter, ici en parallèle, puis on va rajouter ici cette résistance en série, puis on va calculer ces deux résistances ici en série, puis après cet ensemble-là, et enfin cette résistance-là, donc vous avez ici tout le détail du calcul. Voilà, il faut aller à chaque fois du plus élémentaire au plus complexe. Les questions d'examen maintenant. Donc quelle est la... Alors ça, il y en a une foultitude. Donc, alors je vais vous mettre un peu plus... zoomer un peu plus parce que... Et là, la question, elle est bien... Là, la question, c'est quelle est la tension. Souvent, il n'y a pas indiqué quelle est la tension UT. On vous dit, ici, UT égale point d'interrogation. Bon, c'est pas super... Ouais. voilà. Clair, quoi. C'est pas super clair. Donc, voilà, il faut faire attention à la question posée. En fait, ici, j'ai 2 mA, 1 kΩ. Donc ici ça me fait U est égal à R fois I, donc ça me fait ici 2 volts. 2 volts et mes 3 volts que j'ai ici, ça me fait 5 volts. 3 volts que attends, non. Ah si, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça que je mesure. Non, attends, donc, tu viens de dire sur la première R1. R1, bon, ça c'est facile. R1, donc ça, la tension ici sur cette résistance-là. 2 volts. U est égal à RI. Où ils sont les 2 volts, je ne vois pas. Tu le calcules. 2 mA. Ah oui, bien sûr. 1 kΩ. Oui. Et en bas, tu as dit l'autre, 3 volts. Et là, il y a marqué 3 volts. Oui, mais 3 volts, c'est en parallèle. C'est pris en parallèle 3 volts, c'est sur cette résistance-là. Ouais, comme c'est un cran encore plus bas en dessous, voilà. Je ne sais pas à quoi le mettre moi. Et c'est comme ça qu'il le pose. Ah oui. Alors, ce qui est vache, effectivement, c'est qu'on pourrait croire que UT, c'est la tension au bord de la résistance. Exactement, que c'est cette tension au bord de la résistance. Le premier alors, voilà. Et ça, c'est le premier truc qu'on... évidemment, dans les réponses, il va y avoir 2 volts. Hein. Il va y avoir 2 volts, ouais. Mais c'est pas la question. Il est blanc. La question, c'est quelle est la tension ici totale. Et d'ailleurs, c'est UT. UT, oui. U total. On a trouvé déjà combien le premier calcul? 2 volts là. 2 volts plus 3, c'est ça là. Ouais, et ça me fait 5. Ici, donc, j'ai 6 volts.
ici 3 volts 3 et ici 2 kOhm 7. Déjà, Évidemment, on me demande la résistance ici. Donc en fait, c'est ça la question. ouais, Waouh. D'accord. bon, Oui. Bon, pour atteindre, ouais. on peut calculer la résistance au-dessus en faisant 6. ah bah non, au-dessus, ça y est, il y est, 2,7 kOhm. Oui, oui, mais je veux dire, la tension. Ah oui, la tension, 6 moins 3,3. voilà, c'est 6 moins 3,3. Donc c'est 2,7 volts. On a le courant. On a 2,7 volts, ça te donne de courant, et c'est 1 milliampère. Et 3 Et volts donc- 3 divisé par le courant, ça donne Voilà, ça donne la résistance. 3,3 kOhm. Of course. Tordu, hein? C'est ce genre de question. Ouais. Ouais. Alors là, je pense qu'il y a indiqué calculer la valeur de R, quelque chose comme ça. D'accord. Enfin bon, voilà, si tu n'as pas le schéma sous les yeux, c'est un peu compliqué, hein. Enfin, faut bien s'imprégner du schéma, et encore une fois, les 30 minutes pour les 20 questions, ça passe très vite. Quand on a beaucoup de trucs... déjà, ben, c'est-à-dire que quand tu arrives dans la question, déjà, il faut que tu comprennes de quoi on cause. Donc là, ça prend quelques secondes. Et là, ça prend quelques secondes déjà, avant de te lancer dans des calculs. Bon, là, c'est facile. Ça, c'est Bah, c'est facile. Donc, 8 fois 2, 16, divisé par 10, ça me donne 1,6, plus 0,4. plus 0,4, C'est deux. ça me donne 2. Bon, là, j'ai pas sorti ma calculette, mais parce que je suis à l'aise avec les chiffres. Enfin bon, je pense que 8 fois 2, 16 et divisé par 10, on devrait... voilà. Oui, mais c'est peut-être pas toujours des valeurs comme ça. Ah, ça, en tout cas, c'est une question d'examen. Ouais. Donc, voilà. Alors, c'est peut-être des valeurs un peu plus compliquées, mais l'idée, c'est pas trop... enfin, d'avoir des calculs compliqués, c'est essayer de trouver une méthode, quoi. Alors, hop. Hop. Voici les valeurs. Donc bien 5 volts. Et évidemment, dans les questions, dans les réponses, la réponse, elle n'était pas en kilo-ohm, elle était en ohm. Histoire de D'emmerder. vous Ah d'emmerder oui, le monde. Oui. Hein. D'accord. Ils font pas 0,03 mégohm. Ah non, non. Ah, bah, pourquoi pas, hein, tu sais. On pourrait faire ça, hein. Pourquoi pas. Mon pont de Wheatstone, que j'aime bien, que revoilà. Valeur de Rx. Alors là, vous remarquez, le pont de Wheatstone, il est dans l'autre sens. Exact. Mais ça change rien. Le problème est toujours le même. Et donc là, bah, on voit bien, il y a un rapport ici de 1 sur 2, ici. Et donc ici, ça peut être que 6 kOhm. C'est facile aussi. Bah oui, par deux. Alors sinon, on se le fait avec les produits en croix. 3 fois 2, 6, divisé par 1, 6. Ça marche. Et puis aussi, on peut le faire aussi dans ce sens-là. Ici, c'est 3 fois plus important. Il faut faire attention. Donc 3 fois plus important, ça me fait C'est le 6. sens de l'aiguille qui est au milieu, Donc, qui ouais. tourne à droite. Oui, non, mais on te dit Ouais, mais ici, bon, I égale 0. normalement, ça devrait être- I égale 0, alors. Non, ici, c'est pour dessiner un galvanomètre et on te dit l'intensité égale 0. Ouais, ça peut induire. Alors, tu me Mais c'est diras le piège, que c'est le piège. le piège, c'est que mon système ici, il n'est pas alimenté. Bah ça peut pas marcher. Bah si, j'aurai toujours 0 ampère, Ah bah puisque oui. c'est pas alimenté. Et ça, quelle que soit la valeur ici de la résistance. Ah ouais, ça c'est le piège. Ça. Non, attends, ils sont pas tordus comme ça. Mais dans les réponses, ils mettent pas résistance infinie ou une Ah, bêtise dans le bah, temps. il peut y avoir aussi, oui, oui. Il peut y avoir. Enfin, je l'ai jamais vu, mais potentiellement, pourquoi pas. Mais là, non, mais c'est moi qui suis médisant, là, parce qu'ils n'ont pas alimenté leur truc. Pour que ça marche, le pont de Wheatstone, il faut qu'il soit alimenté, sinon ça marche pas. Si c'est des politicards qui ont fait ça, ça serait pas étonnant. Alors, on sait pas qu'est-ce qui fait les questions. Si. d'ailleurs. Si, c'est des agents de la NFR. Ah ouais.
Ouais, ouais. Les techniciens, D'accord. de temps en temps, bah, ils sont obligés de pondre de nouvelles questions. Ah, Donc d'accord. ils se Bah oui, réunissent, forcément, pour qu'on puisse. voilà, ils se réunissent, passer les examens. ils se creusent le cerveau et ils te pondent de nouvelles questions. Donc là, bah, Tu ça veux ressemble dire, un petit d'accord. peu à ce qu'on a déjà vu, hein. Mhm. 15 milliampères, 1 kilo-ohm, 10 volts. Donc là, j'ai donc 10 milliampères qui passent. Hein, 10 divisé I est égal à U sur R. Donc 10 divisé par 1000, donc c'est 10 milliampères qui passent là-dedans. S'il y a 10 milliampères qui passent là-dedans, bah, il n'y a que 5 milliampères qui passent là. Et si c'est 5 milliampères avec 10 volts, et ben c'est 2 kilo-ohms. Voilà, R est égal à U sur I, quoi. Et encore une fois, la résistance R sert à rien. Et celle-là ne sert à rien. Alors, quelle est la tension? Voilà, blablabla. Alors, quelle est la tension totale? Celle-là, elle est un peu tordue quand même. Parce que là, ce que je vais calculer, c'est la tension ici sur cette résistance. Ok. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir calculer l'intensité qui passe dans cette deuxième résistance, ce qui va me donner l'intensité totale qui va passer dans cette résistance de 1000 ohms. Donc quand on a un problème comme ça, déjà il faut comprendre, enfin il faut déterminer la stratégie On passe le courant. où passe le courant et puis calculer, enfin savoir où on va aller, quoi. D'accord. Ouf. Donc on commence par, déjà par calculer ça. Ouais, ouais. Ici ça fait 15 volts. La tension, ouais, d'accord. 15 volts. 3 fois 5, 15. Mes 15 volts sur mes 2000 ohms, I est égal à U sur R. Donc 15 divisé par 2000, ça me donne 7,5 ampères. Milliampères, pardon. Donc ça fait 12,5. Donc ça me fait 12,5. Sur ma résistance de 1000 ohms, ça me donne donc 12 volts 5. 12 volts 5 plus ici mes 15, ça me donne donc 27,5 volts. Qu'est-ce que j'ai comme réponse? Je l'ai. Ouais. J'ai pas regardé à chaque fois, mais voilà. Et voilà, dans les réponses, on a tension infinie. Oh là là, danger là. Danger. Faut mettre des gants. Et encore. Il vaut mieux pas l'approcher d'ailleurs. Vaut mieux pas l'approcher, hein. Ouais. Donc voilà. Ok. J'ai encore. Et on en arrive à la petite manip, parce que alors là, des questions comme ça, dans le recueil de questions d'examen, il y en a 4-5 pages. Hein. Mais ça tourne toujours autour du même truc. Hein. Donc on peut en retrouver, mais bon, l'idée c'était pas trop de toutes les voir, c'est de voir, essayer de trouver la méthode. On en arrive à l'expérience de la soirée. Alors, je vais vous présenter mon joli truc. Hop. Alors, hop. Alors déjà que je vous présente mon système là, que je vais avoir là, c'est un pont de Wheatstone avec des valeurs. Alors je les ai mesurées pour vous avant. Je vous refais pas le coup du code couleur des résistances parce que voilà, c'est toujours le même problème. Et là, ce que je vais essayer d'équilibrer, c'est ce pont de Wheatstone. Je passe sur la webcam et évidemment après, avec les valeurs que je vous ai indiquées là, on va essayer de déterminer la valeur de la résistance, puisque j'ai mis une résistance variable. Bon, ouais, je fais un petit tour dehors. Hop.
Zoup, c'est bon. Alors, hop, je pousse un petit peu tout ça. Je mets en route mon appareil de mesure. Hop, j'agrandis. Alors c'est normal que ça indique rien parce que j'ai pas branché ma pile. Donc tout va bien. Je branche ma pile. Et voilà, donc j'ai bien branché ma pile. Ici, donc j'ai mes deux réseaux. La première branche ici, la deuxième branche ici. Je prends mon stylo parce que c'est plus facile qu'avec le doigt. Donc mon premier réseau qui est ici. Et mon deuxième réseau qui est ici. Avec sur mon deuxième réseau ma résistance variable. Alors qui est peut-être pas visible. Voilà, on la voit mieux, je sais pas. Un petit peu quand même. Un petit peu. Ouais, là, c'est bien. Voilà. Bon, je vais la reposer parce que sinon je vais pas réussir à montrer ce que je veux faire. Donc là, je fais varier ce que je vais faire. Je vais, ici, j'ai une tension donc de 1,3 volts, on va dire. Enfin, négative, mais c'est peu importe. Je vais essayer de la ramener à 0. Alors, je ne sais même plus dans quel sens. Il faut tourner ça. Voilà. Je vais ramener à 0 ma tension. Alors, faut pas que j'aille trop loin non plus. Allez, hop. Allez. Voilà. Hop. On est presque. Ouais, c'est pas évident d'arriver. Petit poil sur le truc, ouais. Ouais, sur le truc. Là, je suis dans les millivolts, hein, donc c'est pas. Très bien. Je suis toujours négatif, il faudrait que je passe de l'autre côté. Voilà. Voilà, un peu trop. Allez, allez. Ouais, je suis pas trop loin là. C'est pas mal ça. Allez, 5 millivolts, je suis quasiment équilibré. Ce qui veut dire que là, j'ai trouvé pour ma résistance équivalente l'équilibre. Alors, bon, ça décale un petit peu, mais bon, peu importe. C'est peut-être aussi ma résistance variable là qui n'est pas aussi extraordinaire que ça et que ça bouge un petit peu en fonction, soit je tapote peut-être et ça bouge un petit peu. Bon, enfin, c'est pas le top. On est bien d'accord. Bon, enfin bon, 15 millivolts. Ouais, on va essayer de remonter un tout petit peu. Bon, maintenant ça passe de l'autre côté. Voilà, maintenant c'est négatif comme tension. Voilà, c'est vraiment du pouillem. Donc là, j'ai équilibré mon pont. Et maintenant, je vais essayer de mesurer ma résistance, voir si par rapport à ce que j'ai ici, hein, j'ai donc 10,3, ça je les ai mesurés à la maison, hein, 6,3, 1,8, 6,8. Vous remarquez que le 10,3 c'est pas vraiment une valeur standard, c'est 10 kOhms le valeur standard, mais voilà, j'ai pas, désolé, j'ai pas trouvé une 10 kOhms tout court. Et donc maintenant, donc je débranche ma pile parce que si je veux mesurer ma résistance, j'ai intérêt, si je veux pas claquer mon voltmètre, mon multimètre, à retirer la pile. Sinon ça va pas marcher. À la calculette, on va essayer de calculer la valeur. Donc là, je vais faire, pour calculer ma résistance, ici, c'est donc
10,3 multiplié par 1,8 divisé ici par 6,8. Je reviens sur ma webcam. Donc on. Elle est on, s'il veut bien se mettre en on, voilà. Donc 10,3 multiplié par 1,8 divisé par 6,8. Je vérifie quand même que c'est bien ça que j'avais dit parce que je commence à douter. Ouais, 10,3, 1,8 et 6,8 divisé par 6,8. C'est ça. Exé, et ça me donne donc 2,72. Donc normalement, si je mesure ma résistance, elle doit faire 2,72 ohms. Je me mets en calibre résistance, et là maintenant je mesure entre mes deux pieds ici. Et je mesure quoi ? 2,40 ohms. Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Eh bien tout simplement j'ai mal mesuré. Ah oui. Pourquoi j'ai mal mesuré? Parce qu'il faut retirer les résistances qui sont en parallèle. Il faut retirer une des résistances. Au moins Et là, 2,75. Ah bah voilà. Pour mes 2,72 que j'avais calculé, enfin 2,73. Comme j'avais pas exactement 0 volts, ça explique pourquoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Tout à l'heure, ce que j'avais mesuré, c'était le mesure entre ici et ici. Or, si je mesure entre ici et ici, on voit bien que j'ai non seulement la résistance ici que je mesure, mais j'ai aussi en série, enfin tout moins en parallèle, ce réseau ici en série. Tout à fait. Si bien que ça réduit la valeur. Ah bah oui, tout à fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc pour pouvoir lire la valeur d'une résistance, il faut l'isoler du circuit. Absolument. Et la seule manière simple pour moi, tout simplement, c'est de couper ici, je débranche une des résistances, si bien que le réseau, du coup, est coupé. Tout ouvert. Ouais, d'accord. Donc le réseau est ouvert, et donc du coup, je ne mesure que cette résistance-là et pas les autres. C'est vrai que c'était une erreur classique. Et ça, c'est une erreur classique de mesurer la valeur de la résistance. Ah, monsieur, Je comprends pas. Quand elle est dans le circuit. Ouais. Ah bah oui. Et encore, il n'est pas alimenté. Oui, 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 parce qu'en plus, quand c'est alimenté, en règle générale, ça fait cramer Oh, Enfin, peut-être forcément- pas. Pas forcément, mais ça donne une valeur. Mais ça donne n'importe Sur- quoi. Surtout si le voltage il est infini. Oui, oui. La tension infinie comme tout à l'heure. Voilà. C'était la petite expérience du vendredi soir. Et sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.